Michel, tu peux venir m'aider? Oui, je viens. Il n'y a plus rien au fond. Comment je dois faire? Écoute, alors, bon, tu ouvres ton filet et puis effectivement, tu regardes de quel côté elle est entrée. Et puis là, bon, t'es juste, bon. Là, t'es bon. Puis maintenant, dès que tu as bien les pattes, tu sors l'oiseau du filet, au maximum. Okay. Voilà. Elle est dehors. Voilà, ben, tu vois, c'est bien. Tu peux me la passer. Alors, c'est intéressant parce que, tu vois, l'hirondelle rustique, c'est pas du tout un oiseau des marais. Ouais. C'est un oiseau des fermes, mais c'est un oiseau qui vient volontiers dormir dans les roseaux. Alors, au mois de juillet, il y aura vraiment des grands vols de jeunes hirondelles qui viendront dormir chaque soir ici dans les roseaux. Et puis actuellement, évidemment, elles sont encore ougnées à la ferme. Et c'est seulement les mâles adultes qui, par petits groupes, descendent le soir dormir au marais. Vas-y. Ah ben, de nouveau une turdoïde. Ben, c'est intéressant parce que c'est une espèce quand même relativement rare. Puis c'est le 5e adulte qu'on fait dans le coin. Ouais, elle n'a aucune mue des rémiges primaires. En fait, les rousserolles turdoïdes, elles vont muer seulement en Afrique au mois de décembre. Ça, c'est une de nos espèces prioritaires, hein, parce qu'à l'échelle de la Suisse, c'est vraiment une espèce, on a à peu près un quart de la population suisse sur la rive sud. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille des oiseaux. Cette nature, ce cadre autour de nous, cette biodiversité, à mon sens, c'est un élément fondamental pour l'espèce humaine parce que c'est un des moteurs de sa curiosité, sa place dans le monde. Hein. Moi, je crois que le jour où on n'est plus que seul dans des villes où il n'y a pratiquement plus de nature, on va terriblement s'ennuyer. Enfin, moi j'habite à 150 mètres ici en amont. C'est là qu'on venait jouer aux Indiens et qu'on venait se balader à l'intérieur des roseaux, faire nos petits chemins secrets et puis jouer aux Indiens, aux cow-boys aussi par là. Donc c'est un endroit que familièrement je connais depuis que je suis tout enfant. Certainement que je suis biologiste, je dois beaucoup à la Grande Carissé parce que c'est probablement à elle que je dois ma vocation, ma curiosité pour le milieu naturel. Pour moi, mon investissement, notamment en matière de l'aspect protection de la nature, il est venu du fait qu'à l'endroit même où on se trouve ici, il devait passer une autoroute. Et puis pour moi, c'était véritablement quelque chose qui était inacceptable. Et très vite, quand j'avais 17 ou 18 ans, j'ai commencé à voir s'il n'y avait pas des gens qui s'opposaient à l'autoroute. À l'époque, ce n'était pas du tout le climat général. Hein. C'est Franz Weber qui a donné un peu la première impulsion en lançant son initiative contre un réseau surdimensionné d'autoroutes et qui avait pris l'exemple de la N1 qui saccageait finalement une région magnifique au bord du lac. Et je me souviens d'avoir récolté, c'était difficile, hein, mais récolté les signatures au village pour cette initiative de Franz Weber. Et Franz Weber, à l'époque, était déjà assez sulfureux. Et il y a beaucoup de gens, rien que de penser que c'était une initiative de Franz Weber, on me fermait la porte parfois assez violemment.
il y a une commission fédérale qui s'est réunie et a proposé des variantes dans l'arrière-pays, où du reste l'autoroute s'est finalement réalisée. La Grande Carissée, c'est un ensemble de 7 réserves naturelles entre Yverdon et puis les réserves du Bas-Lac de Neuchâtel dans la région bernoise et neuchâteloise du Fanel. C'est le plus grand marais lacustre de Suisse. L'essentiel des marais, ce ne sont pas des roselières, c'est des prairies qu'on appelle des prairies à lèche. Et puis l'autre mot, c'est des carex. Et on a, dans le langage scientifique, les prairies à grande lèche, on les appelle des grandes carissées. Il y a une fauvette à tête noire Ici. en haut. Hein. Ouais. Il me semble que j'en ai entendu une autre. Il doit y en avoir une autre dans ce côté. Ouais, peut-être qu'on peut attendre quelques secondes, peut-être qu'elles se répondront. Ouais. En tout cas, on a un excellent contact là, entre deux territoires. À nous, là, celle du haut. Il y a un Puyo Veloz, mais il est assez loin. Hein. Ouais. Peut-être même dans le cordon littoral. C'est mon père qui a donné le nom à la Grande Carissée au moment où il fallait mettre en place sa protection pour personnifier un peu ces marais. Et finalement, tout le monde l'a très vite adopté sans se rendre compte que c'est un nom qui est très récent en fait dans l'histoire de ces marais. C'est fou, il y a déjà une ambiance d'après-midi avec les insectes et peu d'oiseaux. Ses endroits préférés, c'est des endroits où les marais sont très larges, puis où on se sent presque pas en Suisse, où on pourrait se sentir quelque part un peu ailleurs, en Scandinavie, ou en tout cas pas en Suisse, quoi. Mon père est petit-fils d'un immigré italien qui allait beaucoup aux champignons, à la pêche, et puis c'est peut-être plus par là que la passion des oiseaux est arrivée. Je pense qu'il y a soit personne, soit très peu de gens qui ont bagué autant d'oiseaux. On plaisante toujours avec ma maman sur ce côté chasseur-cueilleur, il a beaucoup ce côté-là, quoi. Mon père, finalement, ce qu'il préfère, s'il avoue, c'est quand même les capturer, les oiseaux. On essaye de comprendre ce qui se passe au niveau de la nature, quels sont les besoins des espèces, et on va prendre un certain nombre de mesures qui vont peut-être aller dans le sens de favoriser l'espèce qu'on aimerait bien protéger. Donc on a une relation quand même assez humble, on essaye, et puis finalement on sait qu'en fin de compte, c'est la nature qui décide. En fonction du niveau de l'eau, la végétation qui va s'installer va être différente d'un secteur à l'autre. Les différents types de végétation correspondent à autant d'habitats
parce que c'est l'habitat qui détermine quelles sont les espèces qui vont pouvoir prospérer dans ce genre de milieu. Et ça, c'est la base de tout. À chaque pas qu'on fait dans la Grande Carissée, il y a quelque chose de nouveau. Et puis l'ambiance, et puis la beauté du lieu en fait. Il y a tout d'un coup une petite araignée, il y a une petite libellule, une petite demoiselle, et hop, une magnifique orchidée, hop, une fleur d'utriculaire. C'est une plante très rare, qui ressemble pas à grand chose comme ça. Elle a des toutes minuscules petites feuilles. Mais en fait, elle est assez fascinante parce que c'est une plante carnivore. Dans ce genre de milieu, elle ne trouve pas assez de quoi se nourrir en fait. Du coup, elle fait des petits sacs et elle va capturer des minuscules insectes, des minuscules invertébrés, des petits vers qui vont passer par là, mais vraiment minuscules. Et elle va les emprisonner dans ces petits sacs et les digérer gentiment. Cette utriculaire qui est là, ça veut dire qu'il y a une écologie particulière ici. Et on ne la trouvera pas à 2 mètres. Donc c'est ça qui fait la richesse des plantes. Elles peuvent nous dire tout ce qu'il y a sur l'environnement. La nature, je m'y ennuie jamais. J'ai fait pendant 35 ans le recensement sur la même parcelle. Évidemment, ça peut paraître monotone de faire 35 ans, 8 fois par année, le même secteur de marais en parcourant les mêmes itinéraires et autres. Mais ce n'est pas le cas. C'est jamais la même chose. Ciao Antonio, j'ai eu de la peine à te trouver. Heureusement que j'ai vu ton filet qui s'agite. Hein. Ah ouais. Bon, j'ai il n'y a pas trop de vent? Non, un petit peu. Ouais, un petit peu. Et puis, ouais, ça vole pas très bien, quoi. Et je t'ai amené ça en passant, j'ai trouvé. Ah, magnifique. Ouais, c'est l'esfiocé. Et avec ses reflets complètement métalliques sur le thorax. Il est tout jeune. Je vivais dans le même village que lui, à Yvonneau. Et puis, je savais qu'il organisait des camps de Bagmont au printemps. Et du coup, on s'est retrouvé toute une bande du village, à 11-12 ans, à venir lui aider à faire les tournées, à baguer les oiseaux, à tenir les cahiers, faire les scripts. Il est devenu un peu le porte-parole de la Grande Carissée, donc il prenait une importance chaque année plus prégnante comme symbole un peu de la Grande Carissée, quoi, c'est Michel Antonetin. C'est un militant, mais un militant très pragmatique. Il fait corps avec le marais, c'est sûr. Vous savez que le monde des insectes et des invertébrés est un monde hyper vaste. Et actuellement, on estime qu'on ne connaît encore pas la moitié de toutes les espèces qui sont présentes dans ces marais. Et parfois, il arrive même qu'on trouve des espèces très importantes. Par exemple, il y a quelques années en arrière, on a découvert une petite espèce de libellule qui était la déesse précieuse, dont on pensait qu'elle avait disparu du pays, et puis qui a été retrouvée ici. Et c'est devenu pratiquement un des principaux sites d'Europe pour cette espèce. Il y a des espèces migratrices qui sont apparues, comme le Crocothémis écarlate. Ces grandes libellules qui sont de très bons voiliers peuvent aussi parcourir plus de 1000 km en tout cas. Donc il y a beaucoup de mystères encore autour des libellules.
Ouais, cette année, les rosières lacustres, elles poussent trop tard, elles s'étaient vraiment abîmées par la glace. Donc là, la rousserolle, il n'y a aucune chose qui s'en établit cette année. Hein. Ouais. C'est pas assez dense. Par contre, bon, il n'y a pas besoin de les chercher systématiquement, mais genre, j'aime bien trouver un ou deux nids chaque année. Et puis, en faisant le bord du lac comme ça, en fait, tu fais pas de chemin dans les roseaux, tu déranges moins. Puis, genre, tu trouves les nids assez facilement dans cette ceinture de roseaux qui est directement au bord du lac. Ouais. Ils sont à quelle hauteur, les nids de la... Ouais, ça varie. Ils peuvent être jusqu'à 40-50 cm et puis jusqu'à plus d'1 mètre. D'accord. Alors, tu regardes, dans les endroits où c'est un peu dense, c'est souvent là qu'elles sont, quoi. Elles aiment bien aussi avoir d'autres plantes pour cacher un peu le nid. Ah ben là, tiens, ah voilà. Ouais. Voilà, tu vois. Et toi, en plus, il y a que c'est la clématite un peu. Et puis, 3-4 tiges de roseau, une nouvelle. Oui, il y a 4 œufs, donc la ponte est complète. Viens voir seulement, viens. Ah oui, là, oui. Ah oui, il est bien tissé. Le nid est à peine un peu trop haut, on n'arrive pas à voir les œufs. J'aime bien quand ça s'édose avec d'autres plantes. Ah, là, c'est un peu léger. Je suis son successeur en fait à la Grande Carissée. Donc, Michel a fait 40 ans de carrière ici. Du coup, je suis quelqu'un qui va essayer de faire aussi bien que Michel, ce qui va être un sacré challenge, mais on va se lancer là-dedans. J'ai beaucoup de plaisir à suivre Michel dans les marais, c'est vraiment impressionnant. Ce qui est génial, c'est quand on se balade dans une roselière et puis qu'il nous dit « Ah, mais je reconnais pas ici, je suis pas passé par là », alors qu'on est perdu au milieu de roseaux. Il a un sens de l'orientation assez dingue dans ces marais. On voit qu'il connaît ça depuis longtemps. « 12, 13, 14, oh là, il y en 15. a plus. Il y en a plus que je pensais. C'est terrible parce que c'est mimétique. Il y en a encore jusque là au fond. 17, mon Dieu, mais il y en a vraiment plein. 18 sternes, 22 pour les mouettes là. Ouais. Il faut qu'on recompte. Il faut qu'on compte le nombre de pontes. Ouais. C'est un nid de mouettrieuse. Les 2 plus grands sont déjà sortis de la coquille, sont secs. Et puis le dernier, un peu en retard, est en train de casser sa coquille. On voit bien le diamant qui lui permet de perforer la coquille. Il en a pour 5 semaines avant d'être capable vraiment de voler par lui-même. Et puis peut-être que d'ici la fin de l'été, il sera parti assez loin. Beaucoup dans le sud de la France, en Espagne aussi, et puis on a eu jusqu'en Algérie. Et pour les sternes, évidemment, c'est encore un tout autre voyage. Hein. C'est plutôt une espèce africaine qui nous fait l'honneur de venir passer quelques mois chez nous pour se reproduire. J'ai eu des oiseaux, des jeunes qui ont été retrouvés jusqu'au Gabon, et puis pratiquement au bout de la boîte africaine. Je ne suis pas sûr que j'arrive. Je vais essayer, mais... La migration des oiseaux m'a toujours fasciné. Pensez que vous avez chaque nuit, là au mois d'août, des centaines de milliers d'oiseaux qui vous passent au-dessus des têtes, qu'on ne perçoit pas, si ce n'est qu'on entend parfois leurs cris dans la nuit. Moi, ça me fascinait. Ben, ça fait plaisir, hein. Ça fait 5 ans qu'il n'y a plus rien eu. T'as vu sur l'île là-bas, il y avait une tonne de jeunes. Ouais, déjà de jeunes. Ouais.
il y a sûrement des immatures qui sont... Ah, le nombre de cormorans qu'il y a là-bas aussi. Ouais, on peut comprendre le souci des pêcheurs. Ah ben, t'as vu ça? Ouais. T'as déjà vu ça? Il n'y a pas sa signature, mais alors c'est clair qu'il est revenu. Hein. Ça, tu as vraiment beaucoup de chance de commencer avec une espèce comme ça dans la région. Parce que le Grand-Duc, il y avait bien un siècle qu'on n'avait pas réobservé en plaine ici. Pour attaquer des goélands aussi gros, il faut une bête C'est déjà un beau de jeune, la hein. taille du Grand-Duc. Hein. Ça montre que la nature a ses facteurs de régulation aussi. C'est un super prédateur qui vient s'occuper maintenant un petit peu de ces goélands, de ces cormorans qui se portent et qui augmentent très rapidement. Oh, alors celui-là, Un il beau. est beau. Ouais. Ah bah ouais, on avait déjà bagué lui. Il est quasiment au stade de l'envol. Salut goéland. C'est Ayo. Ben, c'est quand même nouveau. Hein. Quand j'ai commencé l'ornithologie, le goéland, il nichait pas chez nous. Ouais. Et puis depuis, ils sont C'est quoi, vraiment bien développés. Il y en a quoi, 1000 couples. C'est vraiment une espèce qui nous vient de Méditerranée. Et puis, elles ont profité des décharges et autres. On dit que la décharge de Marseille nourrit 50 000 couples. Et puis depuis là, ils sont venus chez nous. Et puis ces jeunes, eux, maintenant, ils vont partir en direction du nord. Ils vont rejoindre la Hollande, peut-être même le sud de l'Angleterre, où ils continuent à coloniser le nord de l'Europe. C'est un des maillons d'une chaîne qui conduit des grands marais de la toundra russe ou scandinave jusqu'aux marigots d'Afrique de l'Ouest. Si la grande carissée n'était pas là, ça serait un affaiblissement pour tous ces oiseaux du nord ou même du sud. Hein. Il est là. Il est où? Il a plongé, puis il est sous la berge. Il va sortir. Ah, il est là, il est nouveau là. Il est devant la branche. Tu vois, il arrive. Il arrive sur l'arbre couché, tu vois. Et tu vois, juste, voilà, il arrive à l'arbre couché. Normalement, il mange l'hiver du bois, mais c'est surtout l'hiver. Puis maintenant qu'il a beaucoup de verdure, là, visiblement, il est sur les feuilles de clématine. Il a mangé les feuilles de ronces tout à l'heure. Je me demande s'il n'a pas même son terrier, là. Ah, mais c'est un troisième. C'est un troisième, ça. Des morceaux de nature sauvage comme ça au bord d'un lac en Suisse, on en a très peu d'équivalent. Et tant que j'arriverai à marcher, je pense que j'aurai du plaisir à mettre les cuissardes.